Dans un hall presque vide, un milliardaire rencontre une fillette qui frappe doucement une machine à snack. D'une voix basse, elle murmure « Peut-être que quelque chose tombera », car elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Touché par une douleur que les chiffres ne peuvent expliquer, il s'agenouille, et ce qu'il fit là changea leur vie à jamais. Le hall d'entrée de l'immeuble d'affaires était silencieux ce samedi après-midi-là. Raphaël Dubois traversait l'espace d'un pas ferme, son costume impeccable, contrastant avec l'environnement presque désert. À 42 ans, il dirigeait l'un des plus grands conglomérats technologiques de France, avec des bureaux répartis sur 3 continents. Son emploi du temps se mesurait en minutes, ses rendez-vous valaient des fortunes, et sa présence n'importe où était toujours remarquée. Ce jour-là, il était revenu au bureau pour chercher des documents oubliés, une rareté dans sa routine méticuleusement planifiée. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille, pas plus de 5 ans, se tenait devant un distributeur automatique. Ses cheveux châtains clairs étaient ébouriffés. Sa robe simple et délavée pendait lâchement sur son corps mince. Elle tapotait légèrement la vitre de la machine avec ses petits doigts, inclinant la tête d'un côté puis de l'autre, comme si elle étudiait la physique nécessaire pour faire tomber d'elle-même l'un des paquets de biscuits. Raphaël s'arrêta quelques mètres derrière elle, sans intention de s'impliquer au début. Il était habitué à voir des gens en difficulté, mais il y avait toujours quelqu'un de responsable pour résoudre ses problèmes. Des assistants sociaux, des ONG, le système. Son rôle était de signer des chèques pour des œuvres de bienfaisance, non d'interagir directement avec les problèmes. Mais quelque chose dans cette scène le retint. Peut-être était-ce la solitude visible de l'enfant ou la manière délicate dont elle touchait la vitre, comme quelqu'un qui demande la permission au lieu d'exiger. La petite fille murmura quelque chose pour elle-même, des mots que Raphaël ne put distinguer complètement, mais qui sonnaient comme un espoir fragile. Elle fit un pas en arrière, regarda autour du hall vide, puis recommença à frapper la vitre, cette fois avec un peu plus d'insistance. Ses yeux bleus étaient fixés sur un paquet de biscuits au chocolat, positionné sur l'étagère de manière presque cruelle, si proche et pourtant inaccessible. Raphaël sentit quelque chose bouger en lui, une sensation inconfortable qu'il ne reconnut pas immédiatement. La culpabilité peut-être, ou la pitié, ou un souvenir lointain d'une vulnérabilité qu'il avait appris à enfouir sous des couches de succès et de contrôle. Il s'approcha et la petite fille se retourna rapidement, les yeux écarquillés de frayeur. Pendant un instant, elle sembla prête à courir, mais quelque chose la retint. Peut-être la fatigue, peut-être la faim était-elle plus forte que la peur. Il s'accroupit pour être à sa hauteur, adoucissant l'expression qu'il utilisait habituellement pour intimider ses concurrents dans les salles de réunion. Il dut faire un effort conscient pour que sa voix soit douce, presque inconnue même de lui-même. « Pourquoi frappes-tu la machine » demanda-t-il, en gardant une distance respectueuse pour ne pas l'effrayer davantage. La petite fille regarda ses propres pieds, ses vieilles chaussures usées, laissant apparaître des orteils qui perçaient presque le tissu. Elle mordit sa lèvre inférieure avant de répondre, la voix sortant à peine audible. « Je pensais que si je frappais bien, peut-être que quelque chose tomberait. Ça arrive parfois, non? Quand les choses sont bloquées, et que quelqu'un frappe. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai très faim. » Les mots frappèrent Raphaël avec une force inattendue. Il était habitué aux négociations de millions, aux stratégies de marché complexes, aux feuilles de calcul interminables de profits et pertes. Mais la brutalité de cette confession ne tenait dans aucun rapport qu'il avait jamais analysé. C'était trop réel, trop humain, trop douloureux. Il regarda la machine puis l'enfant, remarquant les genoux sales, les ongles rongés, la façon dont elle gardait les bras croisés sur son estomac, comme si elle essayait de contenir physiquement la faim. Sans rien dire, Raphaël se leva et sortit son portefeuille de sa poche. Il sélectionna quelques billets et s'approcha de la machine, tapant les codes de plusieurs articles. Le bruit mécanique de l'argent accepté, suivi de la chute des barres et des paquets tombant dans le bac de récupération, résonna dans le hall vide comme une petite célébration. La petite fille fit un pas en avant, les yeux brillants d'un mélange d'incrédulité et de joie contenue. Raphaël prit les articles et se tourna vers elle, lui tendant les mains pleines de biscuits, de chocolat et d'un jus en briques. « Tiens » dit-il, essayant de paraître décontracté comme si ce n'était rien d'extraordinaire. « Tu peux garder tout ça. » Mais elle hésita. Ses mains se tendirent, mais s'arrêtèrent en l'air, tremblant légèrement. Elle regarda Raphaël avec une méfiance apprise trop tôt, le genre de prudence que seuls les enfants exposés à des déceptions constantes développent. «
Je peux vraiment tout prendre? Vraiment? Pas besoin de payer après? La question portait des couches de signification que Raphaël mit quelques secondes à traiter. Combien de fois cette enfant avait-elle reçu quelque chose qui semblait généreux, seulement pour découvrir qu'il y avait un prix caché? Combien de promesses brisées avait-elle déjà collectionnées au cours de ces quelques années de vie? « Oh oui, tu peux prendre », répondit-il, baissant les mains pour qu'elle puisse atteindre. « Tu n'as rien à payer, c'est à toi. » Lentement, comme quelqu'un qui craint que l'offre ne disparaisse à tout moment, la petite fille prit les articles des mains de Raphaël. Elle serra tout contre sa poitrine, fermement, puis s'éloigna de quelques pas comme un animal acculé protégeant sa nourriture. Elle s'assit par terre, adossée au mur, et commença à ouvrir l'un des paquets de biscuits avec des doigts anxieux. Raphaël s'attendait à ce qu'elle dévore tout d'un coup, mais fut surpris de voir qu'elle mangeait lentement, mâchant chaque morceau avec attention, savourant. Après avoir mangé seulement 2 biscuits, elle referma soigneusement le paquet et le posa à côté, avec les autres articles. Le geste fut si délibéré que Raphaël ne put s'empêcher de demander « Tu ne vas pas en manger plus ?» La petite fille secoua la tête, mâchant encore. « Je dois les garder pour plus tard. Je ne sais pas quand je mangerai à nouveau, alors il vaut mieux que ça dure. » La phrase frappa Raphaël comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait grandi dans un environnement confortable, n'avait jamais eu faim, n'avait jamais eu besoin de rationner la nourriture. Ses préoccupations avaient toujours été autres, plus abstraites, liées aux chiffres et aux stratégies. Mais là, devant lui, se tenait une enfant qui avait appris l'art cruel de la survie avant même de savoir lire. Il s'assit par terre à côté d'elle, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, tachant son costume cher sans s'en soucier. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il gentiment. La petite fille le regarda de côté, évaluant s'il pouvait faire confiance. Après un instant, elle répondit à voix basse, « Hélène. »« C'est moi, maman Hélène, » répéta-il, laissant le nom planer entre eux. « C'est un joli nom. Je m'appelle Raphaël. »« Es-tu seul ici ?»« Où sont tes parents ?» L'expression d'Hélène se ferma immédiatement, et elle serra ses genoux, se recroquevillant contre le mur. « Je n'ai personne, » dit-elle, la voix encore plus basse. « Parfois, je reste dans des endroits différents. Aujourd'hui, je suis venu ici parce qu'il fait chaud et qu'il y a des toilettes. Mais demain, je devrais trouver un autre endroit. » Les mots étaient prononcés avec une naturalité effrayante, comme s'il était normal qu'une enfant de 5 ans n'ait pas de foyer, pas de protection, pas personne. Raphaël sentit sa réalité se déplacer, comme si le sol sous ses pieds s'était transformé en sable mouvant. Tout ce qu'il considérait important, tout ce pourquoi il luttait quotidiennement, semblait absurdement insignifiant face à cette petite vie à la dérive. « Où dors-tu » demanda-t-il, presque effrayé par la réponse. Hélène haussa les épaules, comme si la question n'avait pas beaucoup d'importance. « Ça dépend. Parfois, j'arrive à rester sous des auvents. Quand je n'y arrive pas, je me cache dans un coin plus discret. Je me suis habitué. Le plus dur, c'est quand il fait très froid ou quand il pleut beaucoup. » Raphaël resta silencieux, traitant la dimension de cette réalité. Il avait passé les 20 dernières années à construire un empire, accumulant des richesses qui pourraient subvenir aux besoins de générations. Et là, à quelques mètres de son bureau luxueux, une enfant dormait à la belle étoile, mangeait quand elle le pouvait, et apprenait à survivre dans un monde qui aurait dû la protéger. Il n'avait pas prévu ce qu'il allait dire ensuite. Les mots sortirent, avant que son esprit rationnel ne puisse évaluer les conséquences. « As-tu déjà mangé quelque chose de chaud aujourd'hui ?»« Quelque chose de vrai. Pas seulement des biscuits ?» Hélène secoua la tête négativement, les yeux toujours fixés sur le sol. « Il y a un café par ici qui doit être ouvert, » continua Raphaël, surpris par sa propre détermination. « Et si on allait manger quelque chose de chaud, de vrai? Tu choisis ce que tu veux. » Pour la première fois, Hélène leva les yeux et regarda Raphaël directement. Il y avait de la méfiance, oui, mais aussi une étincelle d'espoir qu'elle essayait de contenir. « Je n'ai pas d'argent pour payer, » dit-elle à nouveau, comme si elle avait besoin de le rendre très clair. « Tu n'as pas besoin de payer, » répondit Raphaël avec fermeté. « Ah, c'est moi qui paye. Tu as juste besoin d'accepter de venir avec moi. Sans engagement, sans problème. Juste un repas chaud. Tout le monde le mérite. » Hélène resta silencieuse un long moment, ses yeux étudiant le visage de Raphaël, cherchant des signes de mensonge ou de danger. Elle avait déjà développé un radar pour identifier les adultes peu fiables,
une compétence apprise à la dure. Mais il y avait quelque chose chez Raphaël. Dans la façon dont il s'était accroupi pour lui parler, dans la patience avec laquelle il attendait sa réponse, qui la poussait à vouloir croire. Lentement, elle hocha la tête. Le café se trouvait à 2 pâtés de maison de l'immeuble d'affaires, mais la marche sembla durer une éternité. Hélène suivait Raphaël à quelques pas derrière, gardant une distance de sécurité, prête à courir si nécessaire. Il le remarqua et ralentit le pas, parlant de choses simples comme le temps et les bâtiments environnants, essayant de créer une atmosphère moins tendue. De temps en temps, elle répondait par des monosyllabes, évaluant toujours si elle avait fait le bon choix en l'accompagnant. Lorsqu'ils entrèrent dans le café, le contraste entre le monde de Raphaël et celui d'Hélène devint encore plus évident. L'endroit était chaleureux, avec des tables en bois poli, un éclairage doux et un arôme de café frais qui inondait l'ambiance. Quelques clients conversaient à voix basse, absorbés dans leur monde particulier. Hélène s'arrêta à l'entrée, les yeux écarquillés parcourant chaque détail comme si elle entrait dans un château de contes de fées. Raphaël la guida vers une table dans un coin, loin des autres clients, un geste qu'Hélène apprécia silencieusement. Il prit le menu et l'ouvrit devant elle, désignant les options. « Ah, tu peux choisir ce que tu veux », dit-il avec un sourire encourageant. « Il y a de la soupe, des sandwichs, du pain grillé, des omelettes. Ce que tu préfères. » Hélène regarda le menu, comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Elle ne savait pas très bien lire. Les lettres dansaient sur la page sans former de sens complet. Gênée, elle mordit sa lèvre et regarda Raphaël. « Tu peux choisir ? Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. » Raphaël comprit immédiatement et ne fit aucun commentaire qui aurait pu la gêner. « Que dirais-tu d'une bonne soupe de légumes bien chaude et d'un sandwich au fromage? Et un chocolat chaud aussi. Tu aimes le chocolat chaud ?» Les yeux d'Hélène brillèrent. « Je n'en ai jamais bu, mais je pense que ça doit être bon. »« Que souvent, alors aujourd'hui tu vas en goûter pour la première fois. » Lorsque la serveuse vint prendre la commande, elle regarda brièvement Hélène avec une expression mêlant curiosité et quelque chose de proche de la pitié. Raphaël le remarqua et lança un regard ferme à la femme, une communication silencieuse qui disait clairement de ne pas poser de questions ni de jugement. La serveuse comprit le message et s'éloigna rapidement. Pendant qu'ils attendaient, Raphaël tenta d'engager la conversation. « Taopiki, depuis combien de temps es-tu seule, Hélène ?» La petite fille compta sur ses doigts, fronçant les sourcils avec l'effort de se souvenir. « Je crois que ça fait un moment déjà. Je ne sais pas bien compter les jours. Parfois je confonds, mais ça fait longtemps. » « Et avant ça, te souviens-tu d'avoir eu une maison, une famille ?» Hélène resta silencieuse un instant, ses yeux errant dans l'environnement comme si elle cherchait des souvenirs perdus dans l'air. « Je crois que oui. Je me souviens d'une femme qui s'occupait de moi, mais elle est tombée malade et a dû partir. Après ça, je suis allé dans un endroit avec d'autres enfants, mais ça n'a pas marché. Ils ont dit que j'étais difficile. Alors je suis parti de là et je suis resté dans la rue. » La simplicité brutale avec laquelle elle racontait son histoire serrait le cœur de Raphaël. Chaque mot était comme une brique, construisant un mur entre l'enfance qu'Hélène aurait dû avoir et la réalité cruelle qu'elle vivait. Il voulait dire quelque chose de réconfortant, mais il savait que des mots vides ne changeraient rien. Alors il écouta simplement, lui donnant quelque chose que personne ne lui avait probablement jamais donné auparavant, une attention sincère. La nourriture arriva fumante, et Hélène resta paralysée devant les plats. Raphaël poussa la soupe plus près d'elle et lui tendit une cuillère. « Ah, tu peux manger, » dit-il gentiment. « Et tu peux manger lentement, sans te presser. Tu as le temps. » Hélène prit la cuillère avec des mains tremblantes et goûta la première gorgée. La chaleur de la soupe descendit dans sa gorge, réchauffant son corps de l'intérieur. Elle ferma les yeux un instant, savourant non seulement le goût, mais la sensation d'être en sécurité, au chaud, prise en charge. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. Raphaël sentit un nœud dans la gorge. « C'est trop chaud? Ça t'a fait mal ?»« Non. » Hélène secoua la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « C'est juste que c'est tellement bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de chaud comme ça. C'est vraiment bon. » Elle continua de manger, chaque cuillerée étant une petite victoire contre la faim qui était devenue sa compagne constante. Raphaël mangea aussi, mais son attention était davantage portée sur l'observation d'Hélène, la façon dont elle tenait la cuillère, le soin avec lequel elle portait la nourriture à sa bouche, la gratitude silencieuse dans chaque geste. Tout cela le faisait remettre en question les choix qu'il avait faits tout au long de sa vie.
les priorités qu'il avait établies, les valeurs qu'il avait poursuivies. Quand Hélène eut fini la soupe, il poussa le sandwich vers elle. « Il y a encore ça ici. Et le chocolat chaud. Tu n'as pas besoin de te presser, mais tu n'as pas non plus besoin de le garder pour plus tard. Aujourd'hui, tu peux manger à ta faim. Mais et si demain je n'ai rien ?» La question était légitime et brisa quelque chose en Raphaël. Il se pencha en avant, regardant directement les yeux bleus de la petite fille. « Demain, tu auras aussi de la nourriture. Je te le promets. Tu n'auras plus jamais faim si tu ne le veux pas. » Hélène le regarda avec scepticisme. Les promesses des adultes s'étaient avérées vides tant de fois qu'elle avait appris à ne pas leur faire confiance. Mais il y avait quelque chose de différent chez Raphaël. Une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer complètement. « Comment peux-tu promettre ça? Tu ne me connais même pas. »« Non, je ne te connais pas, » admit Raphaël. « Mais je sais reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide. Et je sais que je peux aider. Alors je vais aider. »« T'inquiète, pourquoi ?» La voix d'Hélène était petite, mais il y avait un besoin sincère de comprendre. « Pourquoi tu t'en soucies, pas? Personne ne s'en soucie. » La question résonna dans l'esprit de Raphaël pendant un long moment. Pourquoi s'en souciait-il? Était-ce seulement de la culpabilité? De la pitié? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer? Il réfléchit attentivement avant de répondre. « Parce que personne ne devrait être seul au monde, Hélène. Surtout un enfant. Et si je peux faire quelque chose pour changer ça, même si ce n'est que pour aujourd'hui, alors je veux le faire. » Les mots touchèrent quelque chose en Hélène qu'elle avait enfermée depuis longtemps. Une partie d'elle qui voulait encore croire en la gentillesse, en l'attention, en les possibilités. Elle prit le sandwich et commença à manger, plus détendue maintenant, se permettant de profiter du repas sans le poids constant de l'anxiété. Ils restèrent au café pendant plus d'1 heure. Raphaël commanda un dessert, un morceau de gâteau au chocolat qui fit de nouveau briller les yeux d'Hélène. Pendant qu'elle mangeait, il observa par la fenêtre le soleil qui commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. Et avec l'arrivée du crépuscule, venait aussi une question qu'il ne pouvait plus ignorer. Que se passerait-il quand il partirait d'ici? Laisserait-il simplement Hélène retourner dans les rues? Reviendrait-il à sa vie confortable? Et ferait-il comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu? L'idée le dérangeait profondément, lui retournait l'estomac d'une manière qu'aucune décision d'affaires n'avait jamais fait. Il regarda Hélène qui léchait maintenant ses doigts pour profiter des derniers vestiges de chocolat, et sut qu'il ne pourrait pas simplement partir. « Hélène, » commença-t-il prudemment, « il se fait tard. Où avais-tu l'intention de dormir aujourd'hui ?» La petite fille haussa les épaules, l'insouciance étant un mécanisme de défense développé par nécessité. « Il y a une marquise près de la place qui est bien. Ou si ce n'est pas possible, le passage sous le pont. On peut y rester. » Raphaël prit une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il était sur le point de faire franchissait plusieurs limites, impliquait des complications qu'il ne commençait même pas à comprendre. Mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix, pas s'il voulait se regarder dans le miroir le lendemain. Et si tu restais dans un endroit plus sûr aujourd'hui, un endroit où il y a un lit, une couverture chaude, et où personne ne te dérangera? Hélène le regarda avec une suspicion renouvelée. Et quel est cet endroit? Ma maison. Raphaël prononça les mots rapidement, avant de pouvoir changer d'avis. J'ai un grand appartement, avec des chambres en trop. Tu peux dormir là-bas aujourd'hui, sans engagement, sans problème, juste pour que tu aies une nuit de sommeil décente. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Hélène à nouveau, la voix empreinte de méfiance. Les adultes ne font pas ça, pas sans vouloir quelque chose en retour. Raphaël comprit la peur derrière les mots et choisit sa réponse avec soin. Tu as raison d'être prudente. Mais je ne veux rien de toi, Hélène. Je veux juste que tu sois en sécurité cette nuit. Demain, si tu veux partir, tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, laisse-moi au moins m'assurer que tu dormiras dans un endroit chaud et sûr. Hélène mordit. Sa lèvre, luttant contre tous les instincts qui lui criaient de ne pas faire confiance. Mais elle était si fatiguée. Fatiguée d'avoir froid. Fatiguée d'avoir peur. Fatiguée d'être toujours en alerte. La possibilité d'une nuit de vrai repos était trop tentante pour être ignorée. Après un long silence, elle hocha lentement la tête. « D'accord. Mais si tu essayes de faire quelque chose de mal, je crierai et je courrai. » L'appartement de Raphaël se trouvait dans l'un des immeubles les plus luxueux de Paris, avec une vue panoramique sur la ville illuminée. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit directement sur le salon, Hélène fit quelques pas à l'intérieur et se figea.
Ses yeux parcoururent l'immense pièce, les meubles élégants, les fenêtres du sol au plafond, la décoration minimaliste mais clairement coûteuse. Elle n'avait jamais été dans un tel endroit, et le sentiment de ne pas y appartenir était accablant. « Tu peux entrer » dit Raphaël gentiment, remarquant son hésitation. « Mets-toi à l'aise. » Mais Hélène ne parvenait pas à se sentir à l'aise. Elle resta immobile près de la porte, les bras croisés, les yeux baissés. « Je vais tout salir. Mes chaussures sont sales, et mes vêtements aussi. »« Ce n'est pas grave, » répondit Raphaël, retirant déjà sa veste et desserrant sa cravate. « Les choses ne sont que des choses, Hélène. Elles peuvent être nettoyées. L'important, c'est que tu sois ici et en sécurité. » Il la guida à travers le salon jusqu'à l'une des chambres d'amis, un espace confortable, avec un lit king size, des meubles en bois sombre et un autre ensemble de fenêtres donnant sur la ville. Hélène regarda le lit comme s'il s'agissait d'un objet de musée, quelque chose à admirer mais jamais à toucher. « C'est ici que je vais dormir ?»« Si tu veux. Mais si tu préfères, il y a aussi le canapé du salon, ou même le sol si c'est là que tu te sens le plus à l'aise. L'idée est que tu choisisses. » Hélène marcha lentement jusqu'au lit et passa la main sur la couette moelleuse, sentant la texture douce sous ses doigts calleux. « Ah, c'est si doux, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Raphaël. « On dirait un nuage. » Raphaël sentit une oppression dans sa poitrine, en voyant la révérence avec laquelle elle touchait quelque chose d'aussi simple qu'un lit. Combien de nuits avait-elle passé sur des surfaces dures et froides? Combien de fois avait-elle rêvé d'un confort aussi basique? « Tu vas bien dormir aujourd'hui, » promit-il, « et tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je serai dans la chambre de l'autre côté du couloir. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, tu n'as qu'à m'appeler. » Hélène hocha la tête, traitant toujours l'endroit où elle se trouvait. Raphaël alla jusqu'à l'armoire et en sortit l'une de ses chemises, qui serait énorme sur elle mais servirait de pyjama. « Tu peux utiliser ça pour dormir. Et il y a une salle de bain là-bas qui est juste pour toi. Tu peux prendre une douche si tu veux. » « Je ne sais pas si je sais utiliser une salle de bain comme ça, » admit Hélène, la honte colorant ses joues de rouge. « Dans la rue, on se débrouille comme on peut. » Raphaël garda sa voix douce, sans aucune trace de jugement. « Pas de problème. Je vais te montrer comment tout fonctionne. Et si tu ne veux pas prendre de douche aujourd'hui, ce n'est pas un problème non plus. Demain, on verra ça tranquillement. » Mais Hélène voulait prendre une douche. L'idée de l'eau chaude, de devenir propre, de se débarrasser des couches de saleté et de fatigue qu'elle portait, était trop tentante. Raphaël lui montra comment ouvrir les robinets, comment régler la température, où se trouvaient les serviettes. Hélène entra dans la salle de bain et ferma la porte doucement, encore un peu incrédule que tout cela soit réel. Pendant qu'il entendait le son de la douche commencer à couler, Raphaël alla à la cuisine et prépara un thé tiède au miel. Quelque chose qui pourrait calmer Hélène avant de dormir. Il sépara également un verre d'eau et le posa sur la table de chevet de la chambre, avec quelques biscuits, au cas où elle se réveillerait affamée pendant la nuit. C'étaient de petits gestes, mais qui portaient un poids énorme de soin et d'attention. Quand Hélène sortit de la salle de bain, enveloppée dans des serviettes et vêtue de l'énorme t-shirt de Raphaël qui lui tombait jusqu'aux genoux, elle semblait une enfant différente. Son visage propre révélait des taches de rousseur qui étaient cachées sous la saleté, et ses cheveux mouillés tombaient en douces vagues sur ses épaules. Elle était encore méfiante, gardait toujours une posture défensive, mais il y avait une nouvelle douceur dans son expression. Raphaël lui tendit le thé et Hélène l'accepta des deux mains, réchauffant ses paumes sur la tasse chaude. Ils s'assirent de chaque côté du lit et pendant quelques minutes restèrent silencieux, existant simplement dans cet espace partagé. « Tu fais ça tout le temps ?» demanda Hélène soudainement. « Tu ramènes des enfants de la rue chez toi ?» Raphaël secoua la tête. « Non, je n'ai jamais fait ça avant. Tu es la première. » Pourquoi moi? De toutes les personnes, pourquoi m'as-tu choisi? Raphaël réfléchit à la question un instant, cherchant l'honnêteté en lui-même. « Je ne sais pas si c'était un choix, » admit-il. « Je crois que c'était plutôt une nécessité. Quand je t'ai vu là, devant cette machine, seul et affamé, quelque chose en moi n'a pas pu simplement s'en aller. Cela m'a semblé être la bonne chose à faire, la seule chose que je pouvais faire. » Hélène but une gorgée de thé, la chaleur descendant dans sa gorge et réchauffant son corps. « Et demain? Que se passe-t-il demain? »« Demain, nous le découvrirons ensemble, » répondit Raphaël. « Sans pression,
sans promesse que je ne peux pas tenir. Mais j'aimerais que tu restes au moins jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution que la rue. Tu mérites plus que ça, Hélène. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Confessa-t-elle, la voix tremblant légèrement. Que je mérite quelque chose. Raphaël ressentit de la colère et de la tristesse en même temps. De la colère contre un monde qui avait si complètement failli à une enfant, de la tristesse pour l'innocence volée trop tôt. Car tu le mérites. Tu mérites des soins. Tu mérites la sécurité. Tu mérites une chance d'être une enfant. Hélène termina son thé et s'allongea sur le lit, s'enfonçant dans le matelas moelleux, avec un soupir de soulagement. Raphaël la couvrit de la couette, un geste paternel qui les surprit tous les deux. « Bonne nuit, Hélène. Je serai juste là si tu as besoin. »« Bonne nuit, » répondit-elle, la voix déjà ensommeillée. « Et merci. Pour tout. » Raphaël éteignit la lumière et sortit de la chambre, ne laissant qu'une petite veilleuse allumée dans le couloir, au cas où elle se réveillerait désorientée. Il alla dans sa propre chambre, mais ne parvint pas à dormir. Il resta assis au bord du lit, regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas. Des millions de lumières représentant des millions de vies, chacune avec ses propres histoires de douleur et d'espoir. Qu'avait-il fait? La question tournoyait dans son esprit sans réponse claire. Il avait ramené une enfant inconnue chez lui, sans plan, sans préparation, sans comprendre complètement les implications. Mais en même temps, il savait qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Laisser Hélène dans la rue, sachant qu'elle était seule et vulnérable, serait une cruauté qu'il ne pourrait pas porter sur sa conscience. Il prit son téléphone portable et commença à chercher des informations sur les foyers d'accueil, l'assistance sociale, les processus d'adoption. Les informations étaient complexes et bureaucratiques, un labyrinthe de lois et de règlements qu'il commençait à peine à comprendre. Mais une chose était claire, s'il voulait vraiment aider Hélène, il devrait s'impliquer beaucoup plus que de simplement lui offrir un abri temporaire. Aux premières heures du matin, Raphaël s'endormit finalement, épuisé mais avec une étrange sensation de but qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ses rêves furent peuplés d'images fragmentées. Hélène souriant, Hélène ayant peur, Hélène disparaissant parmi les foules. Il se réveilla plusieurs fois, vérifiant si elle était toujours là, si elle n'avait pas simplement fui ou disparu comme un mirage. Lorsque la lumière de l'aube commença à entrer par les fenêtres, Raphaël se leva et alla vérifier la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte, et il jeta un coup d'œil attentif à l'intérieur. Hélène dormait profondément, recroquevillée sous la couette, le visage détendu d'une manière qu'il n'avait pas vue la veille. Elle ressemblait à ce qu'elle était réellement, une petite enfant qui avait besoin de protection et de soins. Raphaël alla à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent. Il prenait généralement juste un café rapide avant de partir pour le bureau. Mais ce matin-là, il voulut faire quelque chose de spécial. Il prépara des crêpes, fit frire des œufs, coupa des fruits, fit du jus d'orange frais et du café au lait. La table était remplie d'options, une abondance qui contrastait drastiquement avec la rareté qu'Hélène connaissait. Quand elle se réveilla et sortit de la chambre, portant toujours le grand t-shirt de Raphaël, ses yeux s'écarquillèrent en voyant la table. « Tout ça, c'est pour moi ?»« C'est pour nous deux, » corrigea Raphaël avec un sourire. « Mais tu peux manger autant que tu veux, sans limite, sans te presser. » Hélène s'approcha lentement de la table, encore un peu méfiante que cela soit réel. Elle s'assit et commença à manger cette fois moins désespérément que la nuit précédente, mais toujours avec la révérence de quelqu'un qui n'est pas sûr de quand le prochain repas arrivera. Raphaël observait en silence, réalisant que chacun de ses gestes racontait une histoire de privation et de survie. Après le petit déjeuner, il l'emmena sur le balcon. La vue sur la ville d'en haut était spectaculaire, les immeubles s'étendant à perte de vue, les rues animées en bas ressemblant à des fourmilières organisées. Hélène resta paralysée, les mains agrippées à la vitre de la fenêtre, les yeux essayant d'absorber tout d'un coup. « Je n'ai jamais vu la ville comme ça », murmura Hélène, la voix pleine d'enchantement. « D'en haut, ça paraît différent. On dirait même que ce n'est pas la même ville où je vivais. » Raphaël la rejoignit sur le balcon, voyant Paris à travers ses yeux. Il était tellement habitué à cette vue qu'il avait cessé de la voir réellement. Mais à ce moment-là, avec Hélène à ses côtés, tout semblait nouveau à nouveau. C'est beau, n'est-ce pas? Même avec tous les problèmes, c'est toujours beau. Les jours commencèrent à passer, avec une routine qui se formait naturellement. Raphaël appela le bureau pour dire qu'il travaillerait de chez lui pendant quelques jours. Une décision qui surprit sa secrétaire.
car il ne manquait jamais le travail. Mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement laisser Hélène seule pendant qu'il cherchait quoi faire. Elle avait besoin de temps pour se sentir en sécurité, pour comprendre que ce n'était pas temporaire, qu'elle ne serait pas renvoyée à tout moment. Hélène commença à explorer l'appartement avec une prudence croissante. Elle découvrit la bibliothèque et fut fascinée par les livres, même sans savoir lire la plupart d'entre eux. Raphaël s'asseyait avec elle et lisait à voix haute, des histoires d'aventures et de mondes magiques qui faisaient briller ses yeux. Elle découvrit aussi les crayons de couleur et commença à dessiner, créant des figures simples mais expressives de maisons, d'arbres et de personnes se tenant la main. Un jour, alors qu'elle dessinait à la table du salon, Hélène regarda Raphaël qui travaillait sur son ordinateur portable. « Tu aimes ce que tu fais ?»« Au travail, je veux dire. » Raphaël fit une pause, réfléchissant à la question. Aimait-il? Il avait toujours supposé que oui, mais maintenant, en y réfléchissant honnêtement, il n'était pas sûr. Je crois que oui, ou du moins j'aimais ça avant. Dernièrement, je me suis demandé si tout cet effort en valait la peine. « À quoi sert tout cet argent si tu restes seul ?» demanda Hélène avec la sagesse inconsciente des enfants. La question frappa Raphaël comme une flèche en plein cœur. Il avait construit un empire, accumulé des richesses qui pourraient durer plusieurs vies, mais il était profondément seul. Ses relations étaient professionnelles, superficielles, basées sur des intérêts mutuels. Personne ne se souciait de lui pour ce qu'il était, seulement pour ce qu'il représentait. « Tu as raison, » admit-il. « Ça ne sert pas à grand-chose. »« Mais maintenant, tu n'es pas seul, » dit Hélène simplement, retournant à son dessin. « Maintenant, il y a moi. » Les mots étaient simples, mais portaient un poids que Raphaël ressentit profondément. Oui, maintenant il l'avait, et il réalisa que cette petite présence avait complètement changé la dynamique de sa vie. L'appartement auparavant silencieux avait maintenant des rires. Les repas solitaires étaient devenus des moments de conversation. La routine mécanique avait pris de la couleur et du sens. Un après-midi, Hélène rassembla son courage pour faire une demande. « C'est ce que j'ai toujours voulu ?» commença-t-elle timidement. « Quoi ?» Raphaël l'encouragea. « Avoir un anniversaire. Avec un gâteau et une bougie. Je n'ai jamais eu ça. Je ne sais même pas vraiment quand est mon vrai anniversaire, mais j'aurais voulu en avoir un une fois dans ma vie. » La simplicité du désir brisa le cœur de Raphaël. Quelque chose d'aussi basique, d'aussi fondamental de l'enfance, et Hélène ne l'avait jamais expérimenté. « Bien sûr que tu en auras un, » promit-il immédiatement. « On va faire ça. Un vrai anniversaire, avec un gâteau, une bougie et tout ce que tu veux d'autre. » Et Hélène sourit, ce sourire rare et précieux qui illuminait tout son visage. « Vraiment? Tu ne dis pas juste ça? Vraiment? C'est une promesse. » Mais la réalité extérieure commença à faire pression sur cette bulle de bonheur qu'ils avaient créée. Raphaël devait sortir pour des réunions inévitables, et il dut emmener Hélène avec lui quelquefois. Il essaya d'être discret, mais dans un monde où sa vie était constamment observée, la présence d'une enfant ne passa pas inaperçue. Les premières photos apparurent discrètement sur les réseaux sociaux. Raphaël Dubois, le milliardaire célibataire et notoirement réservé, accompagné d'une petite fille. Les spéculations commencèrent immédiatement. Serait-ce une fille secrète, une nièce, un cas de charité? Les théories se multipliaient, chacune plus absurde que la précédente. Raphaël tenta d'ignorer, mais lorsque l'histoire commença à prendre de l'ampleur sur les sites d'information, il sut qu'il ne pourrait pas garder cela secret beaucoup plus longtemps, et honnêtement, il n'était pas sûr de vouloir le faire. Hélène n'était pas un secret dont il avait honte. Elle était une partie de sa vie qu'il était fier d'avoir, mais d'autres pensaient différemment. Ses conseillers commencèrent à appeler, préoccupés par l'image de l'entreprise, par l'impact sur les investisseurs, par les possibles conséquences légales d'avoir une enfant inconnue vivant avec lui. Une réunion d'urgence fut convoquée. Raphaël quitta la maison, après s'être assuré qu'Hélène serait bien, la laissant avec accès à tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Il promit de revenir bientôt, et elle lui fit signe de la main par la fenêtre tandis qu'il montait dans la voiture, une image qui l'accompagna tout au long du trajet. La réunion fut tendue dès le début. Les 5 membres du conseil exécutif étaient assis autour de la table en acajou, des expressions sérieuses et des documents éparpillés devant eux. Charles Leclerc, le conseiller le plus ancien, alla droit au but. « Raphaël, nous devons parler de cette situation avec l'enfant. Cela génère des spéculations qui peuvent nuire à l'entreprise. » « Elle a un nom ?»
répondit Raphaël froidement. C'est Hélène. Et ce n'est pas une situation, c'est une enfant qui avait besoin d'aide. Nous comprenons votre compassion, intervint diplomatiquement une autre conseillère, Martine Dupont. Mais vous devez penser aux implications. Légalement, vous êtes dans une zone très grise, et les médias s'en donnent à cœur joie. Pitaka, et quelle est la solution que vous proposez? Demanda Raphaël, sachant déjà qu'il n'aimerait pas la réponse. Vous devez la confier aux autorités compétentes, dit Charles fermement. Laissez le système s'en occuper de la manière appropriée. Vous ne pouvez pas simplement prendre un enfant de la rue et le ramener chez vous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Raphaël sentit la colère monter en lui. Le système? Le même système qui a complètement failli avec elle? Qui l'a laissé dans la rue, affamée et seule? Ce système-là? Oh, il ne s'agit pas de savoir si le système fonctionne parfaitement, argumenta Martine. Il s'agit de protocole, de légalité. Vous vous mettez en danger. Vous mettez l'entreprise en danger. Je me moque du risque, répondit Raphaël avec un calme dangereux. Hélène reste avec moi. Raphaël, soyez sensé. Un autre conseiller, Pierre Martin, se joignit à la conversation. Vous avez bâti cette entreprise de zéro. Vous ne pouvez pas tout jeter à la poubelle à cause d'une impulsion émotionnelle. Ce n'est pas une impulsion. Raphaël se leva, sa chaise raclant le sol. C'est la première décision vraiment importante que je prends depuis des années. Et si cela signifie choisir entre l'entreprise et Hélène, alors je choisis Hélène. Le silence qui suivit fut lourd. Les conseillers échangèrent des regards inquiets, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Charles parla finalement, sa voix chargée d'avertissement. « Si vous continuez sur cette voie, Raphaël, nous ne pouvons pas garantir notre soutien. Le Conseil pourrait être contraint de prendre des mesures pour protéger les intérêts de l'entreprise. Faites ce que vous jugerez nécessaire, » répondit Raphaël, ramassant ses affaires. « Mais Hélène ne va nulle part. Elle reste avec moi, et ce n'est pas négociable. » Il quitta la réunion le cœur battant, une partie de lui choquée par sa propre audace, une autre partie absolument certaine d'avoir fait le bon choix. En rentrant chez lui, il trouva Hélène en train de dessiner dans le salon, entourée de papiers colorés. Elle leva les yeux quand il entra, et le sourire qu'elle lui offrit fut tout ce dont il avait besoin pour confirmer sa décision. Mais Hélène avait perçu quelque chose dans son expression. « Tu as eu des problèmes au travail à cause de moi ?» demanda-t-elle, la culpabilité commençant déjà à se former dans ses yeux. « Ce ne sont pas de vrais problèmes, » répondit Raphaël s'asseyant à côté d'elle. « Ce sont juste des gens qui ne comprennent pas. Mais ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter. Tu ne causes pas de problème, Hélène. Tu rends ma vie meilleure. » Mais elle entendit cette nuit-là, involontairement. Raphaël était au téléphone avec son avocat, discutant des prochaines étapes légales pour formaliser la garde d'Hélène. Les mots étaient techniques, compliqués, remplis de termes qu'elle ne comprenait pas complètement. Mais elle saisit l'essentiel. Garde provisoire, évaluation psychologique, possible résistance des autorités, exposition médiatique, risque pour Raphaël. Hélène se recroquevilla dans le couloir, écoutant chaque mot comme un glas. Elle causait des problèmes à Raphaël. Il pourrait perdre son travail, sa réputation, peut-être même sa liberté, tout cela à cause d'elle. Et bien qu'il insiste que cela en valait la peine, elle connaissait la réalité du monde mieux que quiconque. Les gens ne sacrifiaient pas leur vie pour des enfants abandonnés. Tôt ou tard, ils se lasseraient d'elle, réaliseraient l'erreur qu'il avait commise, et elle serait renvoyée de toute façon. Hélène commença à prendre ses distances subtilement les jours suivants. Ses dessins, auparavant vibrants de couleurs joyeuses et de figures se tenant la main, perdirent de leur éclat. Les couleurs s'assombrirent, les formes devinrent plus solitaires. Raphaël remarqua le changement, mais ne put identifier exactement quand ni pourquoi il s'était produit. Il tenta de converser, mais Hélène répondait par des monosyllabes, évitant son regard, comme quelqu'un qui craint de trop s'attacher à quelque chose qu'elle sait temporaire. La situation empira lorsqu'un article sensationnaliste fut publié sur l'un des plus grands portails d'information du pays. Le titre était cruel et calculé pour générer des clics. Raphaël Dubois utilise-t-il une enfant pour du marketing émotionnel? Des experts s'interrogent sur les véritables intentions du milliardaire. L'article spéculait sur des motifs cachés, suggérait que tout n'était qu'un coup de relations publiques pour humaniser son image, qu'insinuait même qu'Hélène pourrait être une actrice engagée pour le rôle. Raphaël lut l'article, les mains tremblantes de colère.
Chaque mot était une distorsion empoisonnée de la vérité, transformant un acte de compassion sincère en une manipulation calculée. Il savait qu'il devrait ignorer, que prêter attention ne ferait qu'empirer les choses, mais l'injustice de la situation le rongeait de l'intérieur. Et pire encore, il craignait ce qu'Hélène penserait si elle lisait ou entendait parler de cela. Mais elle entendit. Pas directement, mais à travers des fragments de conversation que Raphaël avait au téléphone, essayant de contenir les dégâts. Et ce fut suffisant pour confirmer toutes ses peurs. Si même les gens qui ne la connaissaient pas pensaient qu'elle n'était qu'un outil, combien de temps faudrait-il avant que Raphaël ne pense la même chose? Cet après-midi-là, pendant que Raphaël était en vidéoconférence importante, Hélène prit une décision. Elle prit quelques-uns des biscuits qu'il gardait pour elle, les mit dans un petit sac et quitta l'appartement silencieusement. Le concierge la vit passer, mais supposa qu'elle était avec un adulte, ne posa pas de questions. Hélène marcha dans les rues connues, retournant aux endroits où elle avait l'habitude de survivre, se sentant étrangement déplacée maintenant. Les rues qui étaient sa maison ne lui semblaient plus familières. Elle avait changé, même sans s'en rendre compte. Quand Raphaël sortit de la réunion et réalisa qu'Hélène avait disparu, la panique fut instantanée et accablante. Il chercha partout dans l'appartement, criant son nom, vérifiant chaque pièce, chaque cachette possible. Rien. Elle était partie. Il appela la sécurité de l'immeuble, vérifia les caméras et vit les images d'elle sortant seule. Son cœur se serra. Raphaël sortit en courant de l'immeuble, parcourant les rues proches, demandant à quiconque passait s'il avait vu une petite fille, cheveux châtains, robe simple. La plupart secouèrent la tête négativement. Certains le regardaient avec suspicion, comme s'il était une sorte de prédateur. L'ironie de la situation ne lui échappa pas, mais il n'avait pas le temps de la traiter. Il devait retrouver Hélène avant qu'il ne fasse complètement nuit. Pendant ce temps, Hélène était recroquevillée près du distributeur automatique où tout avait commencé. C'était comme si elle avait besoin de revenir au point de départ, à l'endroit où elle n'avait pas encore d'espoir à détruire. Elle regarda la machine, se souvenant de cet après-midi où Raphaël était apparu. Une partie d'elle souhaitait pouvoir remonter le temps, refuser son aide, les protéger tous les deux de la douleur qui viendrait ensuite. Mais une autre partie, plus petite mais persistante, souhaitait qu'il la retrouve, qu'il prouve qu'elle avait tort surtout. Raphaël passa des heures à chercher. Lorsque la nuit tomba et que le froid commença à s'installer, il ressentit le vrai désespoir pour la première fois depuis des décennies. La sensation d'impuissance, d'avoir perdu quelque chose de précieux, d'avoir échoué à protéger quelqu'un qui dépendait de lui. Il appela tous les foyers de la région, la police demandant de l'aide pour retrouver une petite fille perdue. Mais les descriptions étaient trop vagues. Il y avait beaucoup d'enfants dans les rues, et personne ne semblait particulièrement optimiste. Il était presque minuit quand Raphaël eut une illumination. S'il était Hélène, s'il était effrayé et confus, où irait-il? Il se souvint du début, de l'endroit où tout avait commencé. Il courut de nouveau vers l'immeuble d'affaires, vers le hall où ils s'étaient rencontrés. Et là, elle était, petite et recroquevillée près de ce maudit distributeur automatique, serrant ses genoux, tremblant de froid. « Hélène !» appela-t-il doucement, craignant de l'effrayer et de la faire fuir. Elle leva les yeux rouges d'avoir tant pleuré et ne dit rien. Raphaël s'approcha lentement, comme il l'avait fait ce premier jour, et s'assit par terre à côté d'elle. Un long silence s'étendit entre eux, chargé d'émotions inexprimées. « Pourquoi as-tu fui ?» demanda Raphaël finalement, la voix rauque d'inquiétude. Hélène mit du temps à répondre, les mots sortant entrecoupés. « Parce que j'ai entendu parler des problèmes que je te cause, sur la façon dont tu pourrais tout perdre à cause de moi. Et j'ai entendu cette nouvelle, sur la façon dont tu fais peut-être tout ça pour le marketing, pour l'image. Et j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux que je parte, avant que tu ne te rendes compte que ça n'en vaut pas la peine, avant que tu ne me renvoies. » Raphaël sentit des larmes brûler ses yeux, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis qu'il était enfant. Il prit les petites mains froides d'Hélène entre les siennes, les réchauffant. « Regarde-moi, Hélène. » Elle obéit à contre-cœur. Peu importe ce que les autres disent ou pensent, peu importe ce que je peux perdre. La seule chose qui compte, c'est que tu fais partie de ma vie maintenant, et je ne veux pas que ça change. Tu n'es pas du marketing, tu n'es pas une image, tu n'es pas un outil. Tu es une personne, une enfant qui mérite amour et attention. Et si tu veux toujours rester avec moi, je te choisirai tous les jours, toujours. Comment peux-tu en être sûr? La voix d'Hélène était petite, brisée. Comment sais-tu que tu ne vas pas le regretter? Parce que pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment vivant.
Parce que tu m'as rappelé qu'il y a plus dans la vie que des chiffres et des réunions. Parce que quand je te regarde, je vois la personne que je veux être. Et parce que, Hélène, je crois que j'apprends à t'aimer comme une fille. Pas par obligation, pas par pitié, mais parce que tu as apporté de la lumière dans un endroit de ma vie qui était sombre depuis longtemps. Les mots démantelèrent les défenses soigneusement construites d'Hélène. Elle se jeta dans les bras de Raphaël, sanglotant contre sa poitrine, libérant des semaines de tension, de peur et d'espoir refoulés. Il la serra fermement, la berçant doucement, faisant des promesses silencieuses de ne jamais la laisser partir, d'être toujours là, quoi qu'il arrive. Ils restèrent là longtemps, jusqu'à ce qu'Hélène se calme enfin. Raphaël la prit dans ses bras. Elle était si légère et la ramena chez elle. Pendant le trajet, Hélène se blottit contre lui, se permettant enfin de faire vraiment confiance. Quand ils arrivèrent à l'appartement, elle était presque endormie. Raphaël la mit au lit, la couvrit soigneusement, et resta assis à côté d'elle jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle dormait profondément. Les jours suivants, Raphaël prit des décisions drastiques. Il convoqua une conférence de presse, quelque chose qu'il faisait rarement. La salle était bondée de journalistes, de caméras, de microphones. Il entra main dans la main avec Hélène, qui était nerveuse mais essayait d'être courageuse. Les murmures commencèrent immédiatement, les caméras cliquetant frénétiquement. Raphaël s'approcha du podium, ajusta le microphone et regarda directement les caméras. « Je veux clarifier certains points concernant ma vie personnelle, qui sont devenus publics récemment. Voici Hélène. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines, dans une situation difficile. Elle était seule, affamée, sans abri. J'aurais pu lui tourner le dos. J'aurais pu simplement appeler les autorités et continuer ma vie. Mais je n'y suis pas parvenu. Alors j'ai choisi de l'aider. J'ai choisi de la ramener chez moi. J'ai choisi de l'intégrer à ma vie. » Il fit une pause, laissant les mots s'installer. Certaines personnes ont remis en question mes intentions. Elles ont suggéré que c'est une sorte de stratégie marketing ou un coup d'image. À ces personnes, je dis clairement, vous vous trompez. Hélène n'est pas un projet de charité. Ce n'est pas une campagne publicitaire, ce n'est pas un outil. C'est une enfant qui avait besoin d'aide, et j'ai choisi d'être là. Et maintenant, j'engage le processus légal pour formaliser sa garde. Elle n'est pas un secret, ce n'est pas un scandale. C'est une personne, elle est importante et elle mérite d'avoir une famille. Les questions commencèrent à affluer, des journalistes criant pour être entendus. Raphaël répondit à quelques-unes, resta ferme sur d'autres. Mais ce fut Hélène qui causa le plus grand impact. Elle demanda à parler, et Raphaël abaissa le microphone à sa hauteur. D'une petite voix mais ferme, elle dit quelque chose qui fit taire toute la salle. Avant de connaître Raphaël, je pensais que je n'importais à personne, que personne ne se souciait de savoir si j'avais faim, froid ou peur. Mais lui, il s'est soucié. Il m'a donné à manger. Il m'a donné un endroit sûr, il m'a donné de l'attention. Et il n'a rien demandé en retour. Il a juste voulu que j'aie une chance d'être une enfant. Alors pour ceux qui pensent que c'est un mensonge ou du théâtre, je veux dire que vous vous trompez. Parce que je sais ce que c'est de n'avoir personne. Et maintenant, j'ai quelqu'un. Et c'est réel. La salle resta dans un silence absolu pendant quelques secondes avant d'exploser en d'autres questions. Mais Raphaël avait déjà dit ce qu'il fallait. Il remercia, prit Hélène dans ses bras et sortit. La réaction publique à la conférence de presse fut partagée mais majoritairement positive. Des centaines de lettres et de messages commencèrent à arriver. Certains de personnes partageant des histoires similaires d'adoption, d'autres simplement remerciant Raphaël d'avoir montré que la compassion existait encore dans le monde. Mais tous ne furent pas émus. Et parmi ceux qui ne le furent pas, il y avait quelqu'un ayant le pouvoir de compliquer considérablement les choses. Marc Fournier, un procureur connu pour son approche rigoureuse et sa méfiance envers les personnes riches, regarda la conférence de presse d'un œil critique. Pour lui, cela semblait trop suspect. Un milliardaire célibataire, sans antécédent d'engagement dans des causes infantiles, décidant soudainement d'adopter une enfant de la rue. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il en était sûr. Et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était son devoir d'enquêter et de protéger l'enfant d'une éventuelle exploitation. La première visite arriva sans préavis. Raphaël était dans la cuisine, préparant le déjeuner avec Hélène lorsque la sonnette retentit. Il ouvrit la porte et trouva un homme en costume gris, l'expression sérieuse, montrant une identification. Marc Fournier, ministère public. Je dois m'entretenir avec vous concernant votre situation avec la mineure Hélène. Raphaël sentit une oppression dans son estomac, mais garda son calme. Bien sûr, entrez.
Hélène était dans le salon, et en voyant l'homme étrange, elle se cacha immédiatement derrière Raphaël, serrant sa chemise fort. Le geste ne passa pas inaperçu auprès du procureur. « Vous pouvez la laisser jouer », suggéra Marc. « J'ai besoin de vous parler en privé. » Hélène regarda Raphaël avec des yeux inquiets. « Tout va bien, » assura-t-il gentiment. « Tu peux aller dans ta chambre. Je vais rester ici. » Elle obéit à contre-cœur, regardant en arrière plusieurs fois avant de disparaître dans le couloir. Les deux hommes s'assirent dans le salon, la tension palpable entre eux. Marc sortit un dossier de son sac et l'ouvrit, révélant plusieurs pages de documents et de notes. « Vous comprenez que ce que vous faites est irrégulier, n'est-ce pas ?» commença-t-il sans détour. « On ne peut pas simplement prendre un enfant et le ramener chez soi. Il existe des procédures, des évaluations, des processus légaux. »« Je le comprends maintenant, » répondit Raphaël calmement. « Et j'ai déjà initié le processus de formalisation avec mon avocat. Je fais tout dans le respect de la loi à partir de maintenant. »« À partir de maintenant », répéta Marc avec emphase, mais les premières semaines ne l'ont pas été. Et cela soulève des questions sur votre capacité de jugement, sur vos véritables intentions. Je veux comprendre pourquoi un homme avec votre emploi du temps, votre style de vie, votre profil, décide soudainement d'assumer la responsabilité d'une enfant. Raphaël sentit l'irritation monter, mais la garda sous contrôle. Avec tout le respect que je vous dois, maître Fournier, je ne vois pas en quoi mon profil ou mon style de vie sont pertinents pour ma capacité à prendre soin d'une enfant. Hélène était dans une situation de vulnérabilité extrême. J'avais les moyens d'aider. Alors j'ai aidé. « Mais pourquoi ?» insista Marc, se penchant en avant. « C'est la question qui ne me quitte pas l'esprit. Pourquoi vous? De toutes les personnes, pourquoi un cadre milliardaire, connu pour sa vie solitaire et axé sur le travail, devient-il soudainement une figure paternelle ?» La question toucha quelque chose de profond en Raphaël, une vieille blessure qu'il laissait rarement remonter à la surface. Il resta silencieux un long moment, décidant combien révéler. Finalement, il choisit la vérité, parce que j'ai aussi été cet enfant. Pas de la même manière, mais en essence. J'ai passé une partie de mon enfance dans un foyer. J'y ai été envoyé après que ma mère biologique n'a plus pu s'occuper de moi. J'ai été placé dans 2 familles qui m'ont renvoyé disant que j'étais difficile, que je ne m'adaptais pas. J'ai fini dans un internat strict où il n'y avait pas de liens affectifs, seulement des règles et de la discipline. J'ai appris à être fort, à n'avoir besoin de personne, à construire des murs autour de moi, et j'ai bâti une vie de succès sur cette base. Il s'arrêta, sa voix s'abaissant. Mais quand j'ai vu Hélène devant cette machine, frappant la vitre en espérant qu'un miracle se produise, je me suis vu. J'ai vu l'enfant que j'étais, désespéré que quelqu'un se soucie de lui. Et cette fois, j'avais le pouvoir d'être la personne que j'avais besoin qu'il existe quand j'étais enfant. Alors je l'ai fait. Non pas pour le marketing, non pas pour l'image, mais parce que peut-être avais-je aussi besoin d'être sauvé. Et Hélène m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. Le silence qui suivit fut lourd. Marc étudia Raphaël avec une intensité nouvelle, réévaluant ses présuppositions initiales. L'histoire avait le poids de la vérité, la douleur sincère de quelqu'un qui avait vécu cette expérience. Il soupira, refermant son dossier. « Je comprends, et j'apprécie votre honnêteté. Mais cela ne change rien au fait qu'il existe des protocoles pour une raison. Je dois faire des évaluations, parler avec Hélène, m'assurer qu'elle est dans un environnement sûr et sain. Vous comprenez que je devrais rapporter cela et que le processus sera long et minutieux. »« Je comprends, » répondit Raphaël. « Et j'accepte. Faites ce que vous devez faire. Je vous demande seulement d'être gentil avec Hélène. Elle a déjà traversé trop de choses. Elle n'a pas besoin de plus de traumatisme. » Marc hocha la tête, rangeant ses documents. « Je vais planifier quelques visites. Je parlerai avec Hélène, observerai votre dynamique, vérifierai les conditions. Et j'aurai également besoin d'une évaluation psychologique de votre part. Ce n'est pas personnel, c'est une procédure. » Après le départ du procureur, Hélène sortit en courant de la chambre et se jeta dans les bras de Raphaël. « Oh, il va m'emmener !» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pas si je peux l'éviter, » répondit Raphaël, la serrant fort. « Soit il veut juste s'assurer que tu vas bien, que je peux bien prendre soin de toi. Et il verra que oui, que nous allons bien ensemble. » Mais la visite du procureur n'était que le début. Les jours suivants, des assistants sociaux se présentèrent. Des psychologues firent des entretiens, des documents durent être remplis. Hélène fut interrogée plusieurs fois sur sa relation avec Raphaël, sur si elle avait peur, sur si elle était bien traitée. Chaque question était une aiguille dans son cœur,
lui faisant revivre des insécurités qu'elle pensait avoir surmontées. Et dans le monde corporatif, la pression atteignit un point critique. Le conseil exécutif convoqua une réunion extraordinaire. Raphaël entra dans la salle sachant exactement ce qu'il attendait. Les 5 conseillers étaient là, plus sérieux que jamais. Charles Leclerc alla droit au but. « Raphaël, cette situation nuit à l'entreprise. Les actions ont chuté de 4% depuis votre conférence de presse. Les investisseurs sont nerveux. Les clients corporatifs remettent en question votre stabilité. Et maintenant, il y a une enquête du ministère public. Ce n'est pas tenable. » Martine Dupont prit la parole, sa voix essayant de paraître compréhensive mais échouant. « Nous comprenons votre lien émotionnel avec la situation, mais vous devez faire un choix. Soit vous vous concentrez sur l'entreprise que vous avez bâtie, soit vous vous concentrez sur cette aventure d'adoption. Vous ne pouvez pas faire les deux, pas de la manière dont cela est fait actuellement. » Raphaël regarda chacun d'eux, voyant non seulement des conseillers, mais une représentation de tout ce qu'il avait priorisé pendant des décennies. Profit, croissance, pouvoir, image, tout ce qui semblait si important avant qu'Hélène n'entre dans sa vie. Et maintenant cela semblait vide, superficiel, insignifiant. « C'est donc un ultimatum ?» demanda-t-il calmement. « C'est une réalité. » Répondit Pierre Martin. « En tant que président du conseil, j'ai l'obligation de considérer ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et en ce moment, ce qui est le mieux est que vous vous retiriez temporairement jusqu'à ce que cette situation soit résolue, où vous abandonnez la garde de l'enfant et vous vous concentrez sur la reconquête de la confiance du marché. » Raphaël se leva lentement, regardant chaque visage autour de la table, des personnes avec qui il avait travaillé pendant des années, bâti des fortunes, célébré des succès, mais aucune d'elles ne le connaissait vraiment. Aucune d'elles ne se souciait de lui au-delà de ce qu'il représentait pour leurs propres intérêts. « Alors je choisis Hélène, » dit-il avec une clarté absolue. « Si je dois choisir entre cette entreprise et une enfant qui m'a enfin fait sentir que ma vie a un but réel, alors ce n'est même pas un choix. C'est évident. Je la choisis. »« Ah, Raphaël, soyez sensé, » commença Charles, mais Raphaël l'interrompit. « J'ai passé 20 ans à être sensé, 20 ans à construire cette entreprise, à tout sacrifier, à m'isoler du monde. Et pour quoi faire? Pour avoir des chiffres impressionnants dans des rapports que personne ne se souviendra dans 50 ans. Pour mourir seul dans un appartement plein de choses mais vide de sens? Non, merci. Hélène m'a donné quelque chose qu'aucun de vous ne peut comprendre. Elle m'a donné une raison de me réveiller, qui n'implique pas des feuilles de calcul ou des actions. Elle m'a donné de l'amour, et je ne vais pas jeter ça par-dessus bord à cause d'investisseurs nerveux. Vous commettez une erreur, dit Martine froidement. Une erreur qui va vous coûter tout. Alors qu'il en soit ainsi, répondit Raphaël, ramassant ses affaires, parce que ce que j'ai gagné vaut plus que tout ce que je pourrais perdre ici. Et franchement, si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors j'ai pitié de vous tous. Il quitta la salle sans se retourner, ressentant une légèreté surprenante. Pour la première fois depuis des décennies, Raphaël Dubois ne se souciait pas de ce que le marché pensait, de ce que les investisseurs croyaient, de ce que les chiffres disaient. Il se souciait d'une petite fille de 5 ans qui l'attendait à la maison, probablement en train de dessiner à la table du salon, probablement préoccupée par ce qui se passait. Quand il rentra chez lui, c'est exactement ce qu'il trouva. Hélène était assise entourée de dessins, mais son expression était sombre. Elle leva les yeux quand il entra. « Tu as perdu ton travail à cause de moi ?» Raphaël s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains. « Je n'ai rien perdu, Hélène. J'ai choisi. Je t'ai choisi. Et je te choisirai à nouveau, 1000 fois. » Les semaines suivantes furent des montagnes russes d'émotions et de procédures légales. Marc Fournier poursuivit ses investigations, mais à chaque visite, son attitude s'adoucissait. Il observait la façon dont Hélène et Raphaël interagissaient, la facilité naturelle entre eux, l'attention sincère qui imprégnait chaque geste. Il voyait aussi comment Hélène avait éclos depuis qu'elle était sous les soins de Raphaël. Elle avait pris du poids. Son visage était plus coloré, ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était certainement pas là quand elle vivait dans la rue. Lors d'une des entrevues privées avec Hélène, Marc posa des questions directes. « Aimes-tu vivre avec Raphaël? Comment te traite-t-il? Te sens-tu en sécurité ?» Hélène répondit avec une honnêteté touchante. « Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Avant lui, je ne savais pas ce que c'était d'avoir quelqu'un qui se soucie de savoir si j'ai mangé, si j'ai bien dormi, si je suis heureuse. Maintenant, je sais, et je ne veux pas perdre ça.
Il est comme un père pour moi, même si on n'a pas encore de papier qui le dit. » Les mots restèrent avec Marc. Il avait vu de nombreux cas au cours de sa carrière, avait été témoin de négligence, d'abus, de situations terribles déguisées en foyer. Mais cela était différent. C'était authentique, et bien que les procédures dussent être suivies, il commença à travailler en faveur de l'adoption plutôt que contre elle. L'évaluation psychologique de Raphaël fut extensive. Des heures de conversation avec une psychologue spécialisée dans les dynamiques familiales, des tests de personnalité, des questionnaires sur son enfance et ses traumatismes passés. Ce fut un processus douloureux, forçant Raphaël à confronter des parties de lui-même qu'il avait profondément enfouies. Mais au final, l'évaluation fut favorable. La psychologue conclut que Raphaël avait trouvé en Hélène une opportunité de redonner un sens à son propre passé et que la relation entre eux, bien que non conventionnelle à ses débuts, était saine et bénéfique pour les deux. Pendant ce temps, les nouvelles concernant la situation de Raphaël se répandirent de manière inattendue. Son histoire toucha une corde sensible dans la société. Les gens commencèrent à partager leurs propres expériences d'adoption, d'enfants des rues et de la bureaucratie du système de protection de l'enfance. Une campagne sur les réseaux sociaux surgit organiquement, avec le hashtag « Chacun mérite une famille ». Des milliers de personnes partagèrent des messages de soutien, des photos de leurs propres histoires d'adoption, des critiques du système qui échouait souvent à protéger les enfants les plus vulnérables. La pression publique commença à travailler en faveur de Raphaël et Hélène. Des hommes politiques se prononcèrent, défendant l'importance de simplifier les processus d'adoption pour les personnes dont la capacité était prouvée. Des ONG de protection de l'enfance prirent contact, offrant leur soutien et leur témoignage sur le caractère de Raphaël, qui avait fait des dons significatifs au fil des ans, bien que de manière discrète. Mais toute l'attention n'était pas positive. Il y eut ceux qui restèrent sceptiques, insistant sur le fait que les milliardaires ne devraient pas pouvoir sauter les files d'attente ou contourner les procédures, que le système, aussi imparfait soit-il, existait pour une raison. Raphaël comprenait ces préoccupations et ne les écartait pas. Il travaillait lui-même avec son avocat pour s'assurer que tout soit fait de la manière la plus transparente et légale possible. Pendant cette période turbulente, Hélène fit preuve d'une résilience surprenante. Elle participait aux entretiens, répondait à des questions difficiles, permettait à des étrangers d'évaluer sa vie et ses sentiments. Et à travers tout cela, elle maintenait son lien avec Raphaël, son point de sécurité au milieu du chaos. Un soir, après une journée d'évaluation particulièrement difficile, Hélène était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre. Raphaël frappa à la porte et entra quand elle lui fit signe. Il s'assit sur le lit à côté d'elle. « Tu es fatiguée de tout ça ?» demanda-t-il gentiment. « Des questions, des visites, d'avoir à prouver que tu es bien ici. » Hélène réfléchit un instant avant de répondre. « Parfois, oui. C'est fatigant de devoir expliquer à tout le monde que je suis heureuse ici, mais je comprends pourquoi ils font ça. Ils ont besoin de s'assurer que tu n'es pas une mauvaise personne, que je ne vais pas souffrir. Et je préfère traverser tout ça que de retourner dans la rue. »« Tu ne retourneras jamais dans la rue, » promit Raphaël. « Peu importe ce qui arrive au processus d'adoption, tu auras un foyer sûr, je te le garantis. »« Je sais, » dit Hélène simplement. Et le fait qu'elle le croyait vraiment remplit Raphaël d'une profonde gratitude. Parce que c'est le genre de personne que tu es. Tu tiens tes promesses. Les semaines se transformèrent en mois. La maison se remplit de souvenirs partagés. Raphaël apprit à Hélène à faire du vélo dans le parc, tenant l'arrière de la selle pendant qu'elle pédalait nerveusement, riant quand elle parvint enfin à garder l'équilibre seule. Hélène apprit à Raphaël à voir la beauté dans les petites choses, à s'arrêter et à observer un oiseau, à dessiner sans se soucier de la perfection, à rire de bêtises. Ils créèrent des traditions. Chaque vendredi soir était la soirée cinéma, avec du pop-corn et des couvertures sur le canapé. Chaque dimanche matin, ils faisaient des crêpes ensemble, Hélène insistant toujours pour les faire en forme d'animaux, même lorsqu'elles étaient difformes. Chaque soir avant de dormir, Raphaël allait dans sa chambre et il parlait de la journée, partageant les meilleures et les pires parties. L'entreprise que Raphaël avait bâtie continua de fonctionner, mais sans lui à sa direction directe. Le conseil avait nommé un PDG par intérim et les actions se stabilisèrent finalement. Raphaël découvrit que la vie sans la pression constante du travail était plus riche, plus colorée, plus significative. Il consultait toujours pour certaines décisions importantes, conservait encore une participation, mais son identité n'était plus exclusivement liée au succès corporatif.
Et puis, après des mois d'évaluation, d'audience et de paperasse interminable, arriva le jour de l'audience finale. Raphaël et Hélène entrèrent dans la salle simple du tribunal, accompagnés de leur avocat. Marc Fournier était là, représentant le ministère public, mais son attitude était notablement différente des premières réunions. Il y avait même un léger sourire sur son visage, lorsqu'il fit un signe à Hélène. La juge Florence Dubois, une femme d'âge mûr aux yeux doux mais perçants, présidait l'audience. Elle avait étudié tous les rapports, toutes les évaluations, toutes les preuves présentées. Maintenant, elle devait prendre une décision qui changerait de manière permanente deux vies. Monsieur Raphaël Dubois, commença-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. Vous êtes ici aujourd'hui pour demander la garde permanente de la mineure Hélène. Est-ce exact? Oui, madame la juge, répondit Raphaël, sa voix ferme malgré les nerfs. Et Hélène? La juge se tourna vers la petite fille assise à côté de Raphaël, tenant sa main. Comprends-tu ce qui se passe ici aujourd'hui? Hélène hocha la tête, essayant de paraître courageuse malgré la peur visible dans ses yeux. Oui, madame. Ils vont décider si je peux rester avec Raphaël pour toujours. La juge sourit gentiment. C'est exact. Et je veux te poser une question très importante. Et j'ai besoin que tu répondes avec toute honnêteté. Veux-tu que Raphaël soit ta famille? Veux-tu qu'il soit légalement responsable de toi? Hélène regarda Raphaël, puis de nouveau la juge. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix sortit claire et convaincue. Oui, je le veux beaucoup. C'est la meilleure personne que je connaisse. Il m'a sauvé quand je n'avais personne. Il m'a donné à manger quand j'avais faim. Il m'a donné un endroit chaud quand j'avais froid. Il m'a donné de l'amour quand je pensais que personne ne pouvait m'aimer. Je veux qu'il soit ma famille, parce que je sens déjà qu'il l'est, même sans papier qui le dit. Alors oui, s'il vous plaît, je veux rester avec lui. La salle resta dans un silence ému. Même l'avocat, un homme expérimenté qui avait vu des centaines de cas, essuyait discrètement ses yeux. La juge regarda ses documents, puis de nouveau Raphaël et Hélène. J'ai examiné attentivement ce cas. J'ai lu tous les rapports de l'assistante sociale, de la psychologue, du ministère public. J'ai vérifié l'environnement familial, la stabilité financière et émotionnelle de Monsieur Dubois. Et plus important encore, j'ai observé le lien clair et authentique entre vous deux. Elle fit une pause, et le cœur de Raphaël s'arrêta un instant. Par conséquent, j'accorde la garde permanente d'Hélène à Raphaël Dubois, avec tous les droits et responsabilités d'un père légal. Félicitations à vous deux. Vous êtes officiellement une famille. Hélène poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de Raphaël qui la serra fort, des larmes coulant enfin sur son visage sans honte ni retenue. C'était de la joie pure, du soulagement, de l'amour, de la gratitude, tout mélangé dans une émotion si intense qu'elle en était presque douloureuse. Il avait gagné quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Le retour à la maison après l'audience fut différent de tout autre voyage que Raphaël et Hélène avaient en fait ensemble. Il y avait une légèreté dans l'air, une certitude qui n'existait pas auparavant. Ils n'étaient plus un cadre et une enfant qui l'aidaient temporairement. Ils étaient de père et fille, reconnus légalement, liés de manière permanente. Dans l'ascenseur en route vers l'appartement, Hélène ne cessait de regarder Raphaël avec un énorme sourire. « On est une vraie famille maintenant », répéta-t-elle pour la troisième fois, comme si elle avait besoin de le dire à voix haute pour y croire complètement. « Vraiment », confirma Raphaël, serrant sa main. « Pour toujours. » Quand ils entrèrent à la maison, Hélène courut dans sa chambre et revint en portant une pile de dessins. « J'ai fait ça au fil des semaines, mais j'attendais le bon moment pour te les montrer. » Elle étala les papiers sur la table du salon. Tous étaient des variations du même thème. Une maison avec deux figures, une grande et une petite, toujours se tenant la main, toujours souriante. Dans certains dessins, il y avait le soleil, dans d'autres des étoiles, mais dans tous, il y avait ce sentiment d'appartenance, d'avoir enfin trouvé une place dans le monde. Raphaël passa les doigts sur les dessins, ému par la simplicité et l'honnêteté de chaque trait. « On pourrait en accrocher quelques-uns au mur ?» suggéra-t-il. « Comme ça, chaque fois qu'on les regardera, on se souviendra de ce jour. » Hélène accepta avec enthousiasme, et ils passèrent l'après-midi à choisir quels dessins encadrer et où les placer. L'appartement, auparavant impeccable et minimaliste, se transformait progressivement en un véritable foyer. Il y avait des jouets dans des coins stratégiques, des livres pour enfants mélangés à des volumes d'affaires sur les étagères, des aimants de réfrigérateur avec des rappels amusants, des photos de moments spéciaux commençant à occuper les espaces vides.
Cette nuit-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Raphaël se souvint de quelque chose. « Hélène, te souviens-tu quand tu m'as dit que tu voulais un vrai anniversaire, avec un gâteau et une bougie ?» Hélène arrêta de couper les tomates et le regarda les yeux brillants. « Oui, je me souviens. Tu as dit qu'on allait faire ça. Et nous allons le faire, » confirma Raphaël. « Mais je pensais que, maintenant que tu as une famille officielle, et si on choisissait une date spéciale, ce pourrait être le jour où nous nous sommes rencontrés, ou aujourd'hui ou tout autre jour que tu voudrais, et ce sera la date de ton anniversaire à partir de maintenant. » Hélène réfléchit un instant, mordant sa lèvre comme elle le faisait toujours quand elle était concentrée. « Je veux que ce soit aujourd'hui, le jour où nous sommes devenus une vraie famille. C'est le jour que je veux célébrer chaque année. Alors aujourd'hui est ton anniversaire officiel, » déclara Raphaël solennellement. « Et tu sais ce que ça signifie, qu'il faut bien le fêter. Demain, nous ferons une petite fête, juste nous deux, mais avec tout ce que tu as demandé. Gâteau, bougie et tout ce que tu voudras d'autre. » Hélène le serra fort dans ses bras, son cœur si rempli de bonheur qu'il semblait sur le point de déborder. « Merci d'avoir réalisé mes rêves. Tous. » Le lendemain, Raphaël se leva tôt et commença les préparatifs pendant qu'Hélène dormait encore. Il n'était pas exactement un pâtissier, mais il avait passé la nuit précédente à regarder des tutoriels sur YouTube sur la façon de faire un gâteau simple mais délicieux. Le résultat fut un gâteau au chocolat un peu tordu, recouvert d'une ganache qui coulait légèrement sur les côtés, mais décoré avec amour et dévouement. Avec de la pâte à chocolat, il dessina des cœurs et écrivit Hélène en lettres inégales mais lisibles sur le dessus. Il prépara également son petit déjeuner préféré, décora le salon avec des ballons qu'il avait achetés secrètement, et emballa quelques cadeaux simples, un nouvel ensemble de crayons de couleur professionnelle, un carnet de dessin avec du papier de haute qualité, quelques livres pour enfants qu'il savait qu'elle adorerait, et un collier délicat avec un petit pendentif en forme de maison. Quand Hélène se réveilla et sortit de la chambre, encore endormie et échevelée, elle s'arrêta immédiatement en voyant le salon transformé. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit de surprise et pendant un instant, elle resta complètement sans voix. Raphaël était là, souriant, tenant le gâteau avec une seule bougie allumée au centre. « Joyeux anniversaire, Hélène !» dit-il, la voix chargée d'émotion. « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » Hélène s'approcha lentement, comme si elle était dans un rêve et craignait de se réveiller. Elle regarda le gâteau, les ballons, les cadeaux, puis Raphaël. Les larmes commencèrent à couler avant qu'elle ne puisse les contrôler. C'étaient des larmes de joie pure, de gratitude, d'amour. « C'est réel ?» murmura-t-elle. « Tout ça est réel. C'est réel, » confirma Raphaël, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tout cela est réel, et c'est à toi. Tu mérites cela et bien plus encore. » Hélène regarda la bougie allumée. « Je peux faire un vœu. » « Bien sûr que tu peux. C'est comme ça que ça marche. » Elle ferma les yeux, se concentra un instant, puis souffla la bougie de toute la force qu'elle avait. Quand elle rouvrit les yeux, elle souriait à travers ses larmes. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Raphaël curieux. « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas. » répondit-elle avec une sagesse enfantine. « Mais c'était un vœu nous concernant. Que nous restions ensemble pour toujours. Un vœu, je peux te garantir qu'il se réalisera. » promit Raphaël, la serrant dans ses bras. « Parce que j'ai fait le même vœu. » Ils coupèrent le gâteau ensemble, Hélène insistant pour garder le premier morceau pour le manger plus tard, une habitude qu'elle n'avait pas encore complètement perdue. Mais Raphaël l'encouragea gentiment à le manger tout de suite, à savourer le moment sans se soucier du lendemain. Petit à petit, elle se détendit et se permit de profiter pleinement de la célébration. Après le gâteau, elle ouvrit les cadeaux un par un, admirant chaque article comme un trésor inestimable. Quand elle arriva au collier, ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. « C'est une maison, » dit-elle émerveillée. « Notre maison, confirma Raphaël, l'aidant à mettre le collier. « Pour que tu te souviennes toujours que tu as un foyer, où que tu sois. » Ils passèrent le reste de la journée à faire tout ce qu'Hélène voulait. Ils regardèrent ses films préférés, dessinèrent ensemble, firent du pop-corn et le mangèrent directement de la casserole comme elle aimait, chantèrent des chansons bêtes en faisant un karaoké improvisé. C'étaient des activités simples, sans aucun luxe ni extravagance, mais elles étaient parfaites, parce qu'ils étaient ensemble. Le soir, alors qu'Hélène était presque endormie sur le canapé, Raphaël la porta jusqu'à sa chambre. En la posant sur le lit, elle lui tint la main. « Je peux te poser une question ?»
murmura-t-elle, les yeux déjà mi-clos. Bien sûr, tu peux demander ce que tu veux. Tu penses que quelque part, les gens qui m'ont donné la vie sont heureux de savoir que je t'ai trouvé. Que j'ai trouvé une famille. La question prit Raphaël par surprise, touchant une zone sensible qu'il n'avait pas complètement envisagée. Il réfléchit attentivement avant de répondre, voulant lui donner une réponse honnête mais réconfortante. « Je crois que oui, Hélène. Je crois que toute personne qui t'a mise au monde, même si elle n'a pas pu rester avec toi, serait heureuse de savoir que tu es en sécurité, aimée et prise en charge. Et plus important encore, je sais que je suis heureux tous les jours que tu sois entré dans ma vie. » Hélène sourit, déjà à moitié endormie. « Moi aussi, je suis heureuse. Heureuse que tu te sois arrêtée ce jour-là. Heureuse que tu m'aies vue. Heureuse que tu sois restée. Je resterai toujours. » promit Raphaël, l'embrassant sur le front. « Toujours. » Avant d'éteindre la lumière, Hélène murmura une dernière chose. « Tu sais ce que j'ai remarqué aujourd'hui ?»« C'est quoi ?» Que tout ce temps passé à attendre devant cette machine, à frapper la vitre, en espérant que quelque chose de bien se produise, en valait la peine. Parce que ça m'a mené jusqu'à toi, et tu es mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Raphaël dut attendre quelques instants avant de se fier à sa voix pour répondre. Et toi, tu es mieux que n'importe quel succès que j'ai jamais obtenu, mieux que tout ce que j'ai jamais conquis. Tu m'as donné un vrai but, Hélène. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. Alors on s'est sauvés ensemble, murmura-t-elle, cédant finalement au sommeil. Raphaël resta là quelques minutes de plus, observant le visage serein d'Hélène, écoutant sa respiration tranquille. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour fatidique dans le hall. Comment une décision impulsive avait complètement changé le cours de sa vie. Comment il avait trouvé un sens et un but dans quelque chose qui ne pouvait être mesuré en feuilles de calcul ou en rapport financier. Il pensa à l'enfant qu'il avait été, solitaire et rejeté, et ressentit de la gratitude de pouvoir être pour Hélène ce que personne n'avait été pour lui. Mais il réalisa aussi qu'en prenant soin d'elle, il avait finalement guéri ses propres vieilles blessures. Il avait appris qu'il méritait l'amour, qu'il pouvait créer des liens, que la famille n'était pas seulement le sang, mais un choix et un engagement quotidien. En fermant la porte de la chambre d'Hélène et en marchant dans le couloir jusqu'à sa propre chambre, Raphaël s'arrêta devant la fenêtre et regarda la ville en contrebas. Paris brillait dans la nuit. Des millions de lumières représentant des millions de vies, chacune avec sa propre histoire. Et au milieu de toute cette immensité, il avait trouvé son histoire, il avait trouvé sa famille, il avait trouvé son foyer. Il n'était plus seul, et il savait, avec une certitude absolue, qu'il ne le serait plus jamais. Parce que la vraie grandeur ne résidait pas dans la hauteur des immeubles qu'il possédait, ni dans l'étendue du patrimoine qu'il avait accumulé. Elle résidait dans la capacité de rester, de choisir l'amour tous les jours, d'être un foyer pour quelqu'un qui en avait besoin. Et c'était une richesse qu'aucun marché financier ne pourrait mesurer. Fin de l'histoire, cher auditeur. Nous espérons que l'histoire de Raphaël et Hélène a profondément touché vos cœurs. Ce récit nous rappelle que la véritable richesse de la vie ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens que nous construisons et l'amour que nous choisissons de partager. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez été ému par le parcours de ces deux cœurs qui se sont rencontrés au bon moment, nous serions ravis de lire vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire, chaque histoire personnelle que vous partagez enrichit notre communauté et nous inspire à continuer à apporter des récits qui célèbrent l'humanité et l'espoir. Pour continuer ce voyage émotionnel avec nous, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur les liens familiaux, le dépassement de soi et l'amour. Vous pouvez la trouver en cliquant ici à votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire de Raphaël et Hélène, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des histoires que nous apportons quotidiennement. Chaque j'aime que vous laissez nous motive à continuer de créer du contenu qui touche le cœur et nourrit l'âme. Chaque jour, nous partageons des récits uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie. Des histoires qui nous font réfléchir à ce qui compte vraiment. Ne manquez pas nos prochains contenus, car nous avons de nombreuses histoires spéciales préparées pour vous. Nous sommes impatients de vous voir dans les commentaires, d'entendre vos réflexions et de continuer à construire cette communauté de personnes qui croient au pouvoir transformateur des histoires. À la prochaine histoire, et souvenez-vous, chacun de nous a le pouvoir d'être le changement que quelqu'un attend.